et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faiseurs d'Histoire, la web-série qui nous parle des grands orateurs, des orateurs d'exception qui aiment faire du storytelling. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de chance car j'ai à mes côtés un orateur exceptionnel dans la personne de Michael Aguilar. Alors bonjour Michael et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc, Michael Aguilar est un conférencier aguerri qui donne plus de 120 conférences par an depuis 2005, donc ça fait déjà 10 ans, et qui est également auteur d'une dizaine d'ouvrages dont L'Art de motiver et Vendeur d'élite, qui a été traduit dans 5 langues et qui est paru aux éditions Duno. Donc je me tourne tout de suite vers vous, Michael. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus, plus particulièrement sur le parcours qui vous a mené à être aujourd'hui le conférencier que vous êtes. Donc comment ça a débuté? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez tout de suite eu beaucoup de commandes? Qu'est-ce qui vous a motivé pour partager votre expertise dans le monde de la conférence? C'est une histoire un peu singulière parce que j'ai 20 ans et je décide de créer une entreprise avec mon meilleur ami. Je suis en prépa HEC, il est en école d'ingénieur et on décide de créer une entreprise. Après 1 an, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 0 francs, on est à l'époque du franc. Au bout de 2 ans, pratiquement la même chose, et on était au bord du dépôt de bilan, on avait mangé tout le capital. Et je me revois aller à la rue Soufflot pour m'acheter un livre qui s'appelait « Comment déposer son bilan ». Et par chance, j'étais encore chez mes parents, il nous restait un tout petit peu d'argent, mais j'étais absolument convaincu que j'étais un très mauvais vendeur et que finalement, j'aurais jamais dû me lancer dans une carrière commerciale avec mon meilleur ami qui lui était persuadé qu'il s'était associé avec un tocard. Donc ça commence très très mal et mon oncle m'offre un livre de technique de vente qui s'appelle « L'Art de vendre » de Heinz Goldman, et je découvre ce livre juste avant de déposer le bilan. Et je reçois une claque, c'est un véritable choc pour moi. Je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque et que je fais exactement tout le contraire de ce qui est enseigné dans ce livre. Je décide de mettre en œuvre les enseignements que j'ai appris dans cet ouvrage. Je décroche ma première commande et puis ma seconde et je sauve l'entreprise. Et je suis passionné par cet art qui m'a permis de survivre finalement et de faire de mon entreprise une entreprise qui devient ensuite florissante. Et au bout de 6 ans, j'ai lu tous les ouvrages sur la vente, j'ai assisté à tous les stages, et je décide de tout arrêter pour me livrer à une expérience qui sera l'expérience finalement fondatrice de ce que je suis aujourd'hui, puisque j'abandonne tout et j'accompagne les 50 meilleurs vendeurs de France pendant 1 an. Meilleur vendeur d'AXA, meilleur vendeur d'IBM, de Renault, de Xerox. Je fais 50 sociétés différentes et j'écris mon premier livre qui s'appelle Vendeur d'élite. Vendeur d'élite, c'est donc le récit de mon année sabbatique, mon année d'accompagnement des meilleurs vendeurs. Le livre sort, il rencontre un succès auquel je ne m'attendais pas et beaucoup d'entreprises qui l'avaient lu m'appellent en me disant « Est-ce que vous pourriez raconter à nos équipes cette année que vous avez vécue ?» Donc voilà comment je suis arrivé au métier de conférencier, mais au départ je ne pensais pas en faire une profession. Donc je vais dans une entreprise, une deuxième, une troisième, je raconte mon aventure. Et cette aventure, eh bien, ma foi, on me demande de la raconter de plus en plus et de plus en plus. Et aujourd'hui, eh bien, 20 ans après, je continue de la raconter dans le monde entier, en plusieurs langues. Et parce que régulièrement, j'accompagne des vendeurs d'exception, parce que je dirige un cabinet de formation commerciale aujourd'hui. Et il m'arrive de rencontrer 2, 3 vendeurs d'exception par an pour alimenter ma boîte à histoire, mon storytelling, puisque toutes mes conférences, elles s'articulent autour de ces histoires. Et voilà comment je suis arrivé tout à fait par hasard au métier de conférencier. Mais ce n'est qu'il y a 10 ans que j'ai décidé de professionnaliser cette démarche et de devenir un conférencier à part entière. Donc dans ce métier de la conférence, vous êtes un autodidacte, vous êtes lancé tout seul. Le point de départ, ça a été l'ouvrage, comme on l'a vu. Et ensuite, j'imagine que vous avez dû avoir peut-être tester des choses, rater des choses, et puis réussir, voir ce qui fonctionne, et peu à peu affiner comme ça votre pratique. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, quand vous êtes un jeune conférencier, que vous démarrez, vous avez comme représentation finalement le professeur d'école, celui qui vous parle pendant 1 heure, et vous essayez de reproduire le schéma du professeur ou du formateur. Et c'est ce que j'ai fait au départ.
Et je me suis rendu compte que bon, mes conférences marchaient bien, mais moi ce que je voulais c'était produire un choc émotionnel auprès des participants et qui repartent ébouriffés, décoiffés, et je produisais pas ce choc. Et c'est il y a 10 ans, nous sommes en 2005 aux États-Unis, que je découvre le métier de conférencier tel que je voulais le pratiquer. C'est-à-dire que j'avais suivi moi-même des conférences, et en regardant les conférenciers, les orateurs, je me suis dit, je veux faire ça, je veux produire cet effet. C'est-à-dire un effet spectaculaire qui vous laisse des traces et qui vous fait travailler du chapeau des jours après avoir suivi la conférence. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de pouvoir vous dire que vous impactez votre auditoire bien au-delà de la conférence. C'est-à-dire qu'un jour, un mois, parfois même un an, les gens s'en souviennent encore et dans leur quotidien, ils s'inspirent parfois de ce que vous avez pu leur dire dans leur action quotidienne. Et c'est ce que je voulais faire et j'ai compris que ce métier n'était pas du tout donné à tout le monde et que pour le pratiquer d'une manière totalement professionnelle, il fallait en comprendre les règles, les codes, les techniques. Et j'ai décidé donc de me former, de rejoindre d'abord une association en France, aux États-Unis, et de faire tout le nécessaire pour arriver à produire cet effet que produisent les plus grands conférenciers américains. Parce qu'attention, vous avez des conférenciers américains qui sont bons, mais c'est quelques conférenciers, vous savez, qui vous griffent l'âme et qui, au-delà de l'intervention d'une heure, vont vous faire réfléchir des jours et des mois plus tard. Et c'est ça ce que je voulais produire. Ça me surprend pas du tout que vous ayez autant été influencé par ces grands conférenciers et speakers américains, parce qu'on sent vraiment ce style anglo-saxon dans votre façon de mener aux conférences. Et ça m'amène tout naturellement à une autre question qui me brûle les lèvres, et donc c'est qui parmi ces grands conférenciers ou ces grands orateurs ont été vraiment, on veut des noms, ont été les personnes qui vous ont le plus influencé ou qui encore aujourd'hui vous inspirent? Alors ça peut être des Américains, mais ça peut être aussi des personnes, des Français, hein, c'est pas interdit. Bon, dans le style qui est le mien, ce sont surtout les speakers américains. Il y a beaucoup de conférenciers français que j'apprécie énormément. Je pense à Philippe Gabillet qui est remarquable, Philippe Bloch, mais ce ne sont pas du tout des conférenciers qui me servent de source d'inspiration. Parce que mon style est très singulier, très original, voire spectaculaire, et donc c'est aux États-Unis que je vais puiser mon inspiration. Alors des noms, je vais vous en donner, Marielle, parce que sinon vous ne me laisserez pas. Il y a un speaker américain très connu qui s'appelle Les Brown, qui m'a beaucoup inspiré. Zig Ziglar dans une certaine mesure, dans un registre plus calme et beaucoup plus doux, mais pour le fond j'aime bien Brian Tracy, mais qui n'est pas du tout dans mon style à moi. Et après je me suis beaucoup inspiré, j'ai regardé des centaines et des centaines d'heures de, vous savez, ces téléévangélistes, ces prédicateurs américains qui vous martèlent des messages, qui vous marquent les esprits, qui ont ces messages velcro qui sont très étudiés pour, encore une fois, vous laisser une trace. Moi, ce qui m'importe, c'est de laisser une trace, c'est de marquer les esprits, c'est de surprendre, c'est d'étonner, c'est d'alpaguer les gens et c'est de les bousculer. Je veux être absolument dans ce registre-là vis-à-vis d'eux parce que c'est ce qui correspond à ce que je suis fondamentalement. J'adore ce registre-là. J'estime que les gens qui viennent pendant une heure assister à mes conférences, ils viennent pour assister à un spectacle, ils viennent pour être bousculés, ils viennent pour être inspirés, pour être motivés. Je me définis comme un motivational speaker. Je suis pas un conférencier de contenu. Je suis un motivational speaker, c'est-à-dire que je suis là pour inspirer et pour motiver. C'est très différent des conférenciers de contenu. Si vous écoutez Michel Onfray, vous parlez de Nietzsche, il vous délivre un message de contenu, de technique, il parle à 3 personnes comme il peut parler à 3000 personnes. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Moi, je suis là pour bousculer, pour surprendre, pour étonner, pour motiver, inspirer. C'est ça ce qui m'anime. Et en effet, ce registre émotionnel qu'on ressent quand on peut voir des télévangélistes, c'est... en voyant vos conférences, c'est vrai qu'on ressent ça, on ressent cet appel un peu aux tripes. C'est-à-dire vous allez chercher chez les gens, vous allez chercher les émotions, vous allez chercher le côté marquant, vous donnez beaucoup de vous, même des exemples vécus qui sont touchants et qui vont marquer les esprits. Et dans cet ordre d'idées, je me dis, quand on est un conférencier comme vous, est-ce qu'on n'a pas la sensation parfois de trop se dévoiler? Est-ce que c'est un vrai parti pris de dire « je donne tout ». Oui, définitivement. Vous avez utilisé le mot le plus important
dans mon activité, c'est le mot émotion. Je veux absolument que l'auditoire vive une émotion, mais l'émotion, ça peut être surpris. La surprise est une émotion, ça peut être également la peur, pour les faire réfléchir, pour qu'ils se disent « Oula, je suis à côté de la plaque, il faut que je me remette en question ». Et donc les bousculer, il faut leur faire vivre une émotion. Il y a un principe qui est capital, qui est cardinal, qui n'est pas négociable pour moi, c'est que les gens ne viennent pas simplement pour apprendre quelque chose. S'ils viennent juste pour apprendre quelque chose, je peux leur envoyer un fichier PDF où ils peuvent lire mes livres. Mais s'ils viennent dans une conférence, c'est pour vivre un moment d'émotion, pour vivre une expérience émotionnelle mémorable. Et pour ça, eh bien, il faut être dans un registre original, singulier, spectaculaire. Mais il faut sortir du cadre, il faut absolument faire vivre une expérience émotionnelle, sinon aucun intérêt de se déplacer pour assister pendant 1h30 au discours de quelqu'un. À l'heure de l'internet, on envoie un mail avec les points clés et ça suffit largement. Un PowerPoint, un fichier PDF et toute l'information est disponible. Mais je veux qu'ils viennent dans mes conférences pour vivre un moment inoubliable.